Au cœur du silence feutré des archives numériques de l'ancien hôpital d'Avignon, un fin rayon de scanner caresse la patine d'un parchemin millénaire. Ce manuscrit, catalogué par erreur comme un simple recueil de recettes de l'apothicaire papal, avait somnolé des siècles durant, ignoré de tous. Mais sur ses marges, à côté d'une liste inoffensive d'herbes médicinales, un historien de la médecine décèle soudain l'impensable, des lignes tracées dans un chiffre à peine perceptible. Ce n'était pas du latin, du moins pas uniquement. C'était une combinaison subtile du latin et d'un alphabet secret, l'apanage exclusif des chevaliers du Temple. La première ligne déchiffrée, datée d'avril 1314, fit geler le sang dans les veines. Le pasteur a ingéré l'agneau empoisonné. Son troupeau ne tardera pas à le suivre. La première dette est acquittée. Cette découverte transmutait l'une des légendes mystiques les plus tenaces du Moyen-Âge en un protocole d'assassinat d'une froideur glaçante. Elle contraignait les historiens à réévaluer la question cruciale. Et si la malédiction lancée par le dernier grand maître des Templiers n'avait pas été un cri de désespoir, mais bien un signal, un ordre d'agir? À cet instant précis, le dossier de la vengeance de l'ordre du Temple venait d'être rouvert. Le calendrier affichait 1314. 7 longues années s'étaient écoulées depuis cette froide matinée d'octobre où, partout en France, les chevaliers du Temple avaient été arrêtés. Pour le royaume de Philippe le IV le Bel, l'affaire était classée. Le plus grand ordre militaro-financier de l'histoire de la chrétienté avait été anéanti, ses biens confisqués et ses dirigeants brisés par la torture et des aveux humiliants. La France, sous la poigne de fer de son monarque, se muait alors en un État centralisé, bureaucratique d'un genre nouveau. Le roi Philippe, surnommé le Bel, ou parfois l'impitoyable Philippe le Fer, était à l'apogée de sa puissance. Il avait soumis les féodaux, mis la papauté à genoux en la contraignant à s'installer à Avignon, et venait d'anéantir les derniers créanciers dont la puissance et les richesses faisaient ombre à la sienne. À ses yeux, il ne s'agissait pas d'un simple pillage, mais bien d'un acte d'État, l'affirmation de la primauté absolue de la couronne sur toute autre puissance, qu'elle soit séculière ou spirituelle. L'ordre qu'il avait instauré semblait inébranlable. À Avignon, le pape Clément V, homme faible et malade, achevait ses jours dans une cage dorée. Il avait sanctionné la destruction de l'ordre, signé les bulles papales et jeté l'anathème sur ceux-là même que ses prédécesseurs avaient autrefois bénis. Il avait exécuté la volonté du roi de France, mais cette docilité lui avait coûté, ainsi qu'au siège pontifical, son indépendance. Sa cour était engluée dans les intrigues, tandis que ses apothicaires s'évertuaient en vain à apaiser les souffrances du souverain pontife, que ses contemporains imputaient à une punition divine pour sa trahison. Pour les habitants de Paris et de toute l'Europe, l'histoire des Templiers n'était plus qu'un sombre conte de vanité, d'hérésie et de sodomie, achevé par un châtiment des plus justes. La médecine de l'époque était incapable de distinguer les symptômes d'une maladie fulgurante de ceux d'un empoisonnement. Toute mort subite était alors attribuée soit au jugement de Dieu, soit aux machinations du diable. Nul ne pouvait imaginer qu'à l'ombre de cette foi universelle en le surnaturel, une froide et méthodique stratégie, presque scientifique, put être à l'œuvre. Et voici que, le 18 mars 1314, sur l'île aux Juifs, au beau milieu de la Seine, des charpentiers achevaient d'ériger un estrade. 2 poteaux y étaient plantés. Pour Paris, c'était le point d'orgue d'un procès long et retentissant, le spectacle édifiant ultime. Personne, au sein de cette foule immense, pas même le roi observant les préparatifs depuis son palais, ne soupçonnait que ce bûcher ne marquerait pas une fin, mais servirait de détonateur. Le vieux monde vivait ses dernières heures de quiétude. Le 18 mars 1314, le soleil déclinait, peignant les eaux de la Seine d'une teinte écarlate. Sur l'île aux Juifs, tout était prêt. 2 silhouettes,
plus fantomatiques qu'humaines, montèrent sur l'estrade. Il s'agissait de Jacques de Molay, le 23e et dernier grand maître de l'ordre du Temple, et de Geoffroy de Charnay, précepteur de Normandie. 7 années de geôle, de torture et d'interrogatoire avaient brisé leur corps, mais non leur esprit. Le verdict prononcé par les légats papaux était définitif, l'emprisonnement à vie. Mais le roi Philippe exigeait davantage. Il exigeait leur mort. La procédure était standard. Condamnés comme relapses et hérétiques, ils devaient périr par le feu lent. Les officiers royaux s'attendaient à voir des vieillards brisés, implorant une mort rapide. La foule, elle, réclamait son spectacle. Mais ce qui survint ensuite défia toutes les attentes, brisant le scénario. Lorsque le héros lut la sentence, fondée sur des aveux extorqués sous la torture, Jacques de Molay fit un pas en avant. Sa voix, que tous s'attendaient à entendre brisée et faible, retentit avec une force inattendue, dominant le brouhaha de la foule. Il déclara que l'ordre du Temple était saint et innocent, et que tous les aveux n'étaient que des mensonges extorqués sous des tortures insoutenables. Il se rétracta de sa rétractation. C'était un acte d'une audace inouïe, un défi direct à l'autorité royale et papale, lancé face à la mort. Geoffroy de Charnay lui emboîta immédiatement le pas. Pour les officiers du roi, c'était une révolte. Pour la foule, un choc. L'ordre fut donné au bourreau d'allumer les bûchers sur le champ. Alors, tandis que les flammes commençaient déjà à lécher ses pieds, Jacques de Molay leva la tête et prononça des paroles qui allaient traverser les siècles. Ce n'était pas une supplication, c'était une convocation devant la Cour suprême. Il ne s'adressait pas aux juges terrestres, mais à Dieu. Il sommait le pape Clément V, le roi Philippe IV et son conseiller Guillaume de Nogaret de comparaître devant le tribunal du Tout-Puissant dans l'année afin de répondre de leurs actes. La foule se figea. C'était bien plus qu'une malédiction de mourant. C'était une prophétie, prononcée avec une conviction absolue. Les bourreaux firent leur office. Les corps furent réduits en cendres. Mais les mots prononcés sur le bûcher ne pouvaient, eux, être consumés. Ils se répandirent dans Paris, puis à travers l'Europe entière. Ce soir-là, sur l'île aux Juifs, il ne s'agit pas seulement de l'exécution d'une sentence. Un bouleversement tectonique s'était produit. L'affaire des Templiers cessa d'être une simple question juridique pour se transformer en un drame eschatologique. Désormais, tous les regards n'étaient plus tournés vers le roi et le pape, mais vers le calendrier. Le compte à rebours avait commencé. La question que chacun se posait était simple. S'agissait-il du délire d'un vieil homme désespéré sur son lit de mort, ou bien d'une sentence que la force supérieure allait désormais devoir exécuter? Au palais royal de la Cité, les paroles de Jacques de Molay furent perçues comme une ultime et désespérée insulte. Philippe IV, homme qui ne croyait en rien d'autre qu'au pouvoir de l'État et à sa propre volonté, considéra cela comme une audace, mais non comme une menace. Pour lui, pragmatique jusqu'à la moelle, la malédiction n'était qu'un élément du théâtre politique, un fâcheux accord final capable de troubler les esprits du bas peuple. Des ordres furent immédiatement donnés. Renforcer le contrôle sur les chroniqueurs, étouffer toute rumeur, présenter les dernières paroles du grand maître comme un blasphème et le signe d'une chute définitive dans l'hérésie. Le système, bâti par le roi, réagit de la seule manière qu'il connaissait, par une tentative de répression administrative du fait gênant. Bien différente fut la réaction au palais pontifical d'Avignon. La nouvelle de la prophétie atteignit Clément V et s'abattit sur sa volonté déjà fragile et son corps malade. Cet homme, qui avait toute sa vie louvoyé entre devoir et peur, prit l'appel au jugement de Dieu au pied de la lettre. La malédiction pesa sur sa conscience d'un poids incommensurable. Les chroniques rapportent qu'à partir de ce moment, la santé du souverain pontife se détériora brusquement. Il fut tourmenté par des cauchemars nocturnes, s'entoura de médecins, mais cherchait auprès d'eux le salut moins pour ses maux physiques que pour une terreur métaphysique.
Le pape de Rome, chef de la chrétienté occidentale, ne craignait pas le couteau d'un assassin, mais la main invisible de la justice divine. Pendant ce temps, dans les rues des villes et des campagnes, la malédiction commença à vivre sa propre vie. De bouche à oreille, transmise par les marchands, les pèlerins et les moines errants, elle se transforma en légende. Les gens, écrasés par les impôts et la volonté de faire du roi, virent dans les paroles du grand maître l'espoir d'une justice supérieure. À leurs yeux, ce n'était pas la révolte d'un hérétique, mais la voix d'un prophète. Personne ne doutait que Dieu lui-même allait désormais rendre son jugement. Ce regard universel, tourné vers les cieux en attente d'un miracle ou d'un châtiment, fut la meilleure couverture que des conspirateurs auraient pu souhaiter. Même les esprits les plus érudits de l'époque se retrouvèrent piégés par leur propre vision du monde. Les théologiens débattaient de la force canonique d'un appel posthume au jugement de Dieu. Les juristes discutaient de la possibilité qu'un jugement rendu par une autorité terrestre pût être contesté de la sorte. Tous analysaient l'événement sous l'angle de la foi, de la loi et des superstitions. Nul ne le considérait comme un signal, comme une déclaration de guerre menée par des méthodes radicalement différentes. Ce mur d'incompréhension, érigé par la peur, le mépris et le mythe populaire, créa des conditions idéales. Tandis que le roi consolidait son pouvoir, que le pape priait pour le salut de son âme et que le peuple attendait un signe céleste, dans l'ombre agissaient ceux qui avaient décidé de ne pas attendre le jugement divin, mais d'en devenir l'instrument. L'aveuglement général permit à une force nouvelle et invisible de prendre de l'ampleur. La vengeance se préparait non pas dans les cieux, mais dans les laboratoires des apothicaires et lors de discrètes confessions. La vengeance ourdie par les Templiers survivants ne prévoyait nullement l'usage des épées. Leur guerre devait se livrer dans le silence, loin des champs de bataille. Leur arme maîtresse fut ce que le roi et le pape considéraient comme leur apanage, mais en quoi ils étaient désespérément inférieurs à l'ordre, le savoir. Non pas des traités théologiques, mais une connaissance appliquée, mortelle, fruit de siècles d'expérience pratique. C'était l'expertise des hospitaliers de l'ordre du Temple, des chevaliers qui n'étaient pas seulement des guerriers, mais aussi parmi les plus éminents médecins de leur époque. Durant 200 ans passés en Terre Sainte, les Templiers avaient accumulé un volume colossal de connaissances médicales et pharmaceutiques, assimilant l'héritage de la Grèce et de Rome antique et, plus important encore, les avancées de la science arabe. Leurs hospices, à Acre et à Jérusalem, n'étaient pas de simples lazarets, mais de véritables centres de recherche. C'est là qu'ils étudiaient l'impact sur le corps humain des substances les plus diverses, depuis les herbes médicinales jusqu'aux poisons mortels d'origine végétale ou minérale. Ils savaient ce que les apothicaires de cour ignoraient, comment concocter un poison qui ne tuerait pas instantanément, mais provoquerait des symptômes indiscernables d'une maladie naturelle. Le Codex des poisons d'Avignon n'était pas un simple recueil de recettes, mais le protocole d'une guerre d'un genre inédit. Sur ces pages, des composés à base d'arsenic étaient décrits, capables de provoquer les symptômes d'une dysenterie sévère, comme ce fut le cas du pape Clément. On y trouvait également des instructions pour manipuler des champignons vénéneux, dont les toxines détruisaient les organes internes, simulant le feu dont parlait le neveu du souverain pontife. Enfin, il contenait la recette d'un poison à base d'aconie, une substance qui, à faible dose, provoquait une paralysie musculaire et des troubles du rythme cardiaque. Une seule goutte de cette substance, ajoutée au vin, pouvait transformer une chute de cheval non pas en accident, mais en un dénouement programmé. Mais le savoir, sans la capacité de l'appliquer, n'est rien. Le deuxième élément de cette arme fut un réseau. L'anéantissement de l'ordre avait détruit sa structure militaire, mais son infrastructure invisible demeura intacte. Agents financiers, diplomates, commerçants et bien sûr les hommes de l'art. Les frères survivants, qui ne portaient plus les manteaux blancs, avaient été infiltrés durant des années dans les strates les plus diverses de la société.
Ils étaient médecins personnels de grands dignitaires, confesseurs à qui l'on livrait les ultimes secrets, fournisseurs d'épices rares pour la table royale. Ces hommes n'avaient pas l'allure de conspirateurs. Ils faisaient partie intégrante du système, rouage discret au sein de la machine étatique qui, au moment opportun, reçurent l'ordre d'agir. Et enfin, le troisième composant, le plus génial de leur plan, la malédiction elle-même. Prononcée publiquement par Jacques de Molay, elle devint une parfaite opération de diversion. Toute mort survenant au sein des plus hautes sphères du pouvoir était désormais automatiquement attribuée à la colère divine. Ceci écartait tout soupçon des véritables exécutants. La malédiction créa un véritable bruit de fond informatif, au sein duquel personne n'aurait songé à chercher une explication rationnelle. Pourquoi mener une enquête quand le coupable est déjà désigné par le ciel lui-même? Face à une telle arme, les opposants n'avaient aucun antidote. La garde du roi Philippe était focalisée sur la traque des conspirateurs armés d'épées et de dagues, sur l'interception des courriers chiffrés. Ils étaient prêts à faire face à une révolte, mais se trouvaient absolument démunis face aux médecins qui, d'un air soucieux, prescrivaient un remède à son patient. Ils cherchaient la menace à l'extérieur sans comprendre qu'elle se nichait depuis longtemps à l'intérieur, dans un verre de vin ou une cuillère de potion. Le système, mis en place par le roi de fer, était aveugle à une guerre qui se menait à l'échelle moléculaire. Le 20 avril 1314, 33 petits jours seulement après le bûcher de Jacques de Molay, le pape Clément V rendait son dernier souffle dans d'atroces souffrances. La nouvelle, tel un vent prophétique, se propagea à travers l'Europe, une preuve irréfutable du sortilège. Le premier des trois maudits avait été rappelé au tribunal divin. Pour le comité secret des Vengeurs, c'était un triomphe éclatant. Leur science avait opéré avec une précision chirurgicale, et la légende de la malédiction encore davantage. Il ne semblait rester qu'une formalité à accomplir. Pourtant, ils avaient sous-estimé un homme qui ne jurait ni par Dieu ni par le diable, mais uniquement par la puissance de la volonté humaine, Guillaume de Nogaret. Garde des sceaux, jurisconsulte en chef et artisan de la chute de l'ordre du Temple, Nogaret était le cerveau impitoyable du régime de Philippe le IV. En apprenant la mort du pape, il fut le seul à la cour à ne pas y voir un signe de la main de Dieu. Il y décela une implacable logique. Il ne discerna pas l'accomplissement d'une prophétie, mais l'exécution d'une sentence mise en œuvre par une main humaine. Pour lui, le décès du souverain pontife d'une dysenterie juste après une menace publique était une coïncidence bien trop parfaite pour être innocente. Il entreprit alors sa propre enquête dans le plus grand secret. C'est ainsi que s'amorça une véritable tempête parfaite pour les conspirateurs. Nogaret, mobilisant son réseau d'espions, passa au crible toutes les personnes ayant gravité autour du pape durant les dernières semaines de son existence. Il ne cherchait pas des assassins armés de dagues. Il traquait les anomalies. Un nouveau médecin, un fournisseur d'herbes étranges, un moine au passé singulier. Son esprit analytique, affûté par des années d'intrigues juridiques et politiques, tamisait méthodiquement les faits, rejetant la gangue mystique. Et il trouva le fil d'Ariane. Il découvrit que l'apothicaire personnel, celui qui avait préparé les dernières médecines de Clément, avait des liens lointains avec un hôpital des Templiers en Provence. Vers la fin de l'été 1314, Guillaume de Nogaret était à un cheveu de démasquer l'intégralité du complot. Il ne possédait pas encore de preuves tangibles, mais il avait déjà constitué des dossiers sur plusieurs suspects et appréhendé le principe fondamental de leurs actions, l'usage de poisons imitant des maladies. Il préparait un rapport destiné au roi Philippe, un rapport qui transformerait la légende d'une malédiction en une affaire de haute trahison. Le plan des Vengeurs s'effondrait sous leurs yeux. Dès que le roi aurait connaissance de la vérité, il déchaînerait contre eux toute la puissance de son État. La chasse ne serait plus aux fantômes, mais à des individus bien réels. Leur science, leur réseau, leur plan génial,
Tout était sur le point de voler en éclats. Les conspirateurs savaient que Nogaret s'était dangereusement rapproché. Leur réseau, invisible aux espions royaux, opérait dans les deux sens. Le message fut court et limpide. Le garde des Sceaux prépare un rapport, l'étau se resserre. À cet instant, le comité des Vengeurs se retrouva face à un choix crucial: fuir et se cacher, admettant ainsi leur défaite, ou frapper de manière préventive. Ils optèrent pour la seconde option. Leur riposte ne fut pas un acte de désespoir, mais une démonstration de leur logique profonde. Ils n'étaient pas des victimes, mais des juges. Et ils prononcèrent leur sentence contre Guillaume de Nogaret. Le génie de leur coup ne résidait pas dans le choix de l'arme, mais dans celui du moment et de ses répercussions. Ils n'attendirent pas que le rapport soit posé sur la table du roi. Ils frappèrent alors que l'enquête de Nogaret était à son apogée, quand il était obnubilé par la quête de la vérité et peut-être avait baissé sa garde, persuadé que ses ennemis ignoraient encore ses desseins. Il commit l'erreur fatale de tous les rationalistes confrontés à une foi fanatique en leur propre justice. Il sous-estima leur niveau d'information et leur détermination implacable. En septembre 1314, Guillaume de Nogaret rendit l'âme soudainement. La version officielle déclara qu'il était mort d'une suffocation causée par une maladie subite. Les chroniques rapportent avec une certaine obscurité comment la langue de l'homme le plus puissant du royaume, après le roi, se mit soudainement à enfler, et comment il succomba dans d'atroces tourments. Les symptômes que les médecins de la cour attribuèrent à une apoplexie ou à une intervention divine pointaient, pour les spécialistes en toxicologie, vers une seule et même conclusion: un empoisonnement par un puissant poison à action rapide, peut-être glissé dans sa nourriture ou sa boisson. Et c'est là que les détails disparates s'assemblèrent en une image cohérente. La mort de Nogaret ne se contenta pas de sauver le complot. Elle en devint la pierre angulaire. Le rapport, retrouvé sur sa table, n'apparaissait plus comme le fruit d'une brillante investigation, mais comme le délire paranoïaque d'un homme conduit à la folie par la peur de la malédiction. L'homme qui avait cherché à réfuter la légende en était devenu la principale preuve vivante. Sa mort, si rapide et si terrible, fut perçue par tous, du simple roturier au roi, comme une confirmation irréfutable de l'efficacité du sortilège de Jacques de Molay. À cet instant, les Vengeurs vécurent un véritable catharsis intellectuel. Ils ne se contentèrent pas d'éliminer une menace. Ils transformèrent le plus grand péril pour leur plan en sa plus puissante confirmation. Leur arsenal, la science des poisons, leur réseau invisible et la légende de la malédiction opéra comme un mécanisme unique et d'une précision redoutable. Ils avaient percé la logique même du monde médiéval, le forçant à croire au surnaturel, tandis qu'eux-mêmes agissaient avec une froide exactitude scientifique. Désormais, la voie vers leur dernière cible, le roi Philippe, était grande ouverte. Et plus personne n'osait douter de la puissance du sortilège. La mort de Nogaret fut le dernier avertissement et, simultanément, la levée du dernier obstacle. Le roi Philippe le IV se retrouva seul, cerné par la peur et les superstitions de sa cour. Il n'était plus seulement un monarque, mais le personnage principal d'un drame que toute l'Europe suivait, le souffle coupé. Le plan des Vengeurs entrait dans sa phase finale, la plus minutieusement orchestrée. En nous basant sur toutes les preuves recueillies, nous pouvons reconstituer les événements de l'automne 1314, étape par étape. Première étape, l'accès. Un agent avait été infiltré dans l'entourage le plus proche du roi bien avant ces événements. Il ne s'agissait pas d'un assassin à gages, mais d'une personne dont la loyauté ne faisait aucun doute, un échanson ou peut-être l'assistant du médecin personnel. Un individu ayant un accès régulier et légitime à la nourriture et aux boissons du monarque. Il reçut son ordre et une ampoule contenant un liquide incolore, inodore et insipide. Un extrait concentré d'aconie, comme l'indique le Codex d'Avignon.
Deuxième étape, l'exécution. Au matin, avant la chasse royale dans les forêts de Pont-Sainte-Maxence, une seule goutte fut ajoutée dans la coupe de vin servie à Philippe. La dose avait été calculée avec une précision pharmacologique. Elle était insuffisante pour provoquer une mort immédiate ou des symptômes d'empoisonnement évidents qui auraient pu alerter le roi. Sa tâche était tout autre, déclencher dans l'organisme une cascade physiologique cachée. La neurotoxine commença à s'absorber lentement dans le sang, se préparant à frapper au moment d'un effort physique maximal. Troisième étape, le catalyseur, la chasse, l'excitation, la course effrénée, la tension musculaire, tout cela accéléra la circulation sanguine et transporta le poison jusqu'aux terminaisons nerveuses. Au cœur de la poursuite du gibier, le roi Philippe ressentit une sensation qu'il n'avait jamais éprouvée, une faiblesse soudaine dans les bras, un léger engourdissement qui laissa rapidement place à une perte de contrôle musculaire. Ses doigts se desserrèrent, relâchant les rênes. Son corps, un instant plus tôt plein de vigueur, devint étranger et indocile. Ce n'était pas un accident vasculaire cérébral, c'était une paralysie. Quatrième étape, la chute. Le cheval, sans plus personne pour le diriger, trébucha. Pour un cavalier expérimenté comme Philippe, cela aurait été un désagrément regrettable. Mais à cet instant, il ne pouvait plus se regrouper ni se maintenir en selle. Il tomba lourdement et sans aucune résistance au sol, tel un sac. La chute ne fut pas la cause de la tragédie. Elle en fut la conséquence programmée. Le choc au sol ne fit qu'achever ce qu'avait initié la goutte de poison dans le vin matinal. Cinquième étape, la dissimulation. Les médecins royaux, dépêchés à son chevet, se retrouvèrent piégés par leur propre ignorance. Ils virent un monarque paralysé, victime d'une grave blessure due à une chute. Ils diagnostiquèrent une lésion de la colonne vertébrale ou une hémorragie cérébrale. Leur outillage était impuissant à détecter la cause chimique de la paralysie. Le 29 novembre 1314, Philippe IV le Bel rendit l'âme. Le verdict officiel, un accident de chasse. Mais maintenant, en lisant les lignes du Codex d'Avignon, nous connaissons la vérité. Le roi de fer ne tomba pas d'un choc contre le sol, mais d'une goutte qui gela le sang dans ses veines. Et la dernière dette était payée. Les questions procédurales étaient résolues. Le triomphe du comité des vengeurs fut absolu et absolument silencieux. Il n'y eut ni parade, ni proclamation de victoire, seulement la froide satisfaction d'une sentence exécutée. Mais le prix de cette justice, mise en œuvre par des mains humaines, se révéla incomparablement plus élevé qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Leur cible était 3 hommes. La victime fut un peuple entier. Le royaume de France, que Philippe IV avait rassemblé d'une main de fer et avec tant de cruauté, se retrouva décapité. Une ère s'ouvrit qui entra dans l'histoire sous le nom de malédiction des rois maudits. Les 3 fils du roi de fer, Louis le X, Philippe le V et Charles le IV, se succédèrent sur le trône avec une rapidité kaléidoscopique. Leurs règnes furent éphémères, leur destin tragique, et aucun d'eux ne laissa d'héritier mâle. La dynastie capétienne, qui avait régné sur la France pendant plus de 3 siècles, s'éteignait sous les yeux de tous. La vengeance, frappant au sommet, provoqua une défaillance systémique de l'ensemble de l'organisme étatique. La mort du dernier fils de Philippe en l'an 1328 rompit la branche directe de la dynastie et créa un vide de pouvoir. Ce vide aspira immédiatement les forces extérieures. Le roi d'Angleterre, Édouard III, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère, revendiqua ses droits au trône de France. Ce qui avait commencé comme une opération secrète de vengeance se termina par une déclaration de guerre. La vengeance ciblée d'une poignée d'intellectuels alluma l'incendie de la guerre de 100 ans, qui allait embraser les terres de France
emportant la vie de générations de Français et d'Anglais. Et qu'en fut-il des vengeurs eux-mêmes? Ayant atteint leur objectif, ils disparurent des pages de l'histoire aussi discrètement qu'ils étaient apparus. L'ordre ne fut pas restauré. Leurs noms demeurèrent inconnus. Ils devinrent des fantômes qui, leur justice accomplie, furent contraints d'observer en silence comment leur victoire transformait un royaume florissant en cendres. Dans leur quête de punir les coupables de la chute de l'ordre, ils avaient déclenché une chaîne d'événements qui conduisit à la mort de centaines de milliers d'innocents. Leur victoire fut totale, mais elle fut stérile, et son revers fut la tragédie d'un pays entier. Et c'est ainsi que nous revenons au silence des archives avignonnaises, aux modestes manuscrits posés sous le faisceau du scanner. Désormais, nous le contemplons avec des yeux tout à fait différents. Ce n'est plus un recueil de recettes. C'est le protocole de la guerre secrète la plus réussie de l'histoire médiévale. Le Codex d'Avignon des Poisons n'est pas qu'un simple artefact. C'est la preuve que la plus grande arme de l'histoire n'a jamais été le fer, mais la connaissance, guidée par une volonté inébranlable. L'héritage de cette guerre invisible s'avéra bien plus destructeur que ses architectes n'auraient pu l'imaginer. La chute de la dynastie capétienne et le chaos qui plongea la France dans le gouffre de la guerre de 100 ans sont l'écho direct de ces quelques gouttes de poison qui furent portées au roi et à ses proches. La malédiction, conçue comme un paravent, prit une chair réelle et sanglante, laissant sur le corps de l'Europe des cicatrices qui ne se refermèrent pas pendant plus de 100 ans. Mais le principal legs de cette histoire n'est pas politique, il est psychologique. Elle a démontré à quel point l'humanité est prompte à croire en une intervention divine, pourvu qu'elle n'ait pas à reconnaître une vérité bien plus troublante. Qu'une poignée d'individus intelligents, désespérés et méthodiques est capable de renverser des rois et des papes, agissant depuis l'ombre. La légende de la malédiction s'est avérée plus forte que les faits, car elle offrait une explication simple et compréhensible, dispensant de chercher un complot là où personne ne voulait le voir. Et aujourd'hui, tenant entre nos mains les déchiffrages du Codex d'Avignon, nous restons avec une dernière question. Qu'est-ce qui est véritablement plus effrayant? La colère de Dieu, châtiant les puissants de ce monde depuis les cieux, ou l'intellect humain, froid comme l'acier, capable de faire croire au monde entier à cette colère, tandis qu'il tient lui-même l'ampoule de poison?